Mes chers collègues, nous reprenons aujourd'hui les auditions de notre commission d'enquête sur l'impact économique et financier de la pollution de l'air. La commission d'enquête a souhaité que notre réunion d'aujourd'hui soit ouverte au public et à la presse. Un compte-rendu en sera publié avec le rapport. J'attire l'attention du public sur le fait qu'il est tenu d'assister à cette audition en silence et toute personne qui troublerait les débats, par exemple en donnant des marques d'approbation ou d'improbation, sera exclue. Cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle. Elle sera diffusée sur le site Internet du Sénat. J'en viens à notre réunion. Nous commençons par l'audition en visioconférence du docteur Marcus Amann, directeur du programme pour la réduction des polluants de l'air et des gaz à effet de serre à l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués. Cet institut est basé à Laxenbourg, en Autriche. Créé en 1972 pour favoriser la coopération scientifique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, l'Institut est financé par ses pays membres et regroupe 200 chercheurs de 35 pays. La France n'en fait pas partie. Parmi les domaines de compétences de l'IASA figure l'élaboration de modèles d'évaluation du coût de la pollution de l'air et des politiques de réduction de cette pollution. Je rappelle à l'attention du docteur Amann et de ses collaborateurs que chacun des groupes politiques du Sénat dispose d'un droit de tirage annuel qui lui permet notamment de solliciter la création d'une commission d'enquête. Le bureau du Sénat a accepté la demande du groupe écologiste d'utiliser ce droit pour soulever la question de l'impact économique et financier de la pollution de l'air. C'est sur cette base que notre commission d'enquête s'est constituée le 11 février dernier. Madame Leila Aïchi, auteure de la proposition de résolution qui se trouve à l'origine de la constitution de cette commission, en est la rapporteure. Mes chers collègues, étant donné la nationalité des personnes que nous auditionnons et le fait qu'ils se trouvent en Autriche, il me paraît inutile de leur faire prêter serment de dire la vérité. Monsieur le directeur, à la suite de votre propos introductif, ma collègue Leila Aïchi, rapporteure de la commission d'enquête, vous posera un certain nombre de questions, puis les membres de la commission d'enquête vous solliciteront à leur tour. C'est à vous. Good morning and thank you very much. Eh bien, écoutez, bonjour et merci beaucoup. I'm accompanied by my Director General. Je suis accompagné par Pavel Kabat, qui est mon directeur, qui est donc responsable à part entière de l'Institut IASA. Il souhaiterait dire quelques mots sur l'Institut et les liens entre la France et IASA avant, si vous le voulez bien, d'entamer les questions plus particulièrement liées au sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour à tous. Et merci au Sénat de l'intérêt porté à notre institut. Je souhaiterais vous donner quelques informations complémentaires à propos de notre organisme et plus particulièrement sur la relation entre la France et IASA. Comme vous l'avez dit, notre institut a été créé pour la coopération scientifique. C'était à l'époque, une autre époque, celle de la guerre froide, en 1972, par un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, la Russie, le Japon, et à l'époque, la France était un des 12 membres fondateurs. La France a d'ailleurs été un membre très actif de IASA jusqu'à dans les années 90. Puis la France a décidé de quitter IASA, notamment pour des raisons financières et internes. Je souhaiterais clarifier un point qui me semble important. Évidemment, IASA souhaiterait étendre sa collaboration et ses échanges, sa collaboration avec
avec la France. L'organisation a grandi. Nous avons 22 pays membres aujourd'hui. Toutes les grandes économies sont aujourd'hui membres. Les BRICS notamment, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Russie sont parmi nos membres. Certains de nos membres fondateurs, la Grande-Bretagne par exemple, ont fait comme la France, ont quitté puis sont revenus et nous serions donc ravis de vous compter parmi nos membres. Nous avons d'ailleurs entamé un certain nombre de discussions, notamment avec les ambassadeurs au niveau des Nations Unies également, et avec M. Marem Paradas, et j'ai eu un certain nombre de discussions lors du Forum scientifique de Kyoto avec M. Laurent Fabius notamment, et M. Alan Fuchs également, qui est président de la recherche scientifique internationale, et j'ai pu échanger avec le ministre Mme Ségolène Royal. Donc, des contacts ont été établis et j'espère que ces contacts seront suivis par des faits et j'espère que la France, très bientôt, pourra rejoindre. Nous le souhaitons en tout cas. Alors, IIASA est un peu plus que ce que vous avez dit. Nous avons aujourd'hui 400 chercheurs qui travaillent ici, en résidence, en provenance de 22 pays, plus d'autres pays. Nous avons au total 65 nationalités et plus de 2000 personnes qui participent au réseau élargi. Nous avons des clients importants, notamment de la Commission européenne, des Nations unies, des gouvernements également font appel à IIASA. Le gouvernement japonais, par exemple, ainsi que le gouvernement allemand font appel à nos travaux. Et évidemment, nous avons peu de temps aujourd'hui, mais j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité un jour de vous présenter IIASA de manière plus détaillée, de manière plus approfondie et de vous montrer quels pourraient être les avantages pour vous d'une collaboration renforcée entre la France et IIASA. Merci. No, I don't hear anything. Ah, yeah, back. Okay. C'est à vous. Okay. Thank you very much. As was mentioned by, Très bien. Merci beaucoup. Comme vient de le dire notre directeur, nous sommes un institut interdisciplinaire qui s'intéresse à différents domaines et essaie d'établir des liens entre les différents domaines scientifiques dans lesquels nous travaillons. Nous essayons de nous focaliser sur des solutions, toujours. C'est donc l'idée derrière l'ensemble de nos projets scientifiques, trouver des solutions aux problématiques identifiées. Un des points particuliers de IIASA également, c'est véritablement le caractère international de nos membres. Nous avons 65 nationalités, vous l'avez entendu à l'instant. Aujourd'hui, nous travaillons sur la pollution de l'air. Alors, c'est un domaine sur lequel IIASA travaille depuis de nombreuses années. Nous travaillons notamment sur les politiques de réponse, les stratégies de réponse aux problématiques de pollution de l'air pour purifier l'air, en améliorer la qualité, et nous travaillons également sur les gaz à effet de serre. Alors, une particularité dans ce domaine tient au fait que nous avons développé une perspective interdisciplinaire qui réunit les aspects à la fois scientifiques, tous les aspects scientifiques qui doivent être pris en considération pour répondre de manière intelligente, avec une intelligence économique également. Il y a donc des scientifiques, et il y a des économistes, il y a des responsables en matière de technologie, des responsables en écosystème, des mathématiciens également, qui essaient ensuite de développer des approches systématiques pour développer des solutions qui soient intéressantes au niveau des coûts. Alors, nous avons un groupe de travail important au sein de IIASA pour ce faire. Nous avons également des partenaires externes à l'Institut qui se trouvent dans différents pays et qui nous permettent de communiquer sur les tout derniers résultats, notamment auprès des politiques dans les différents pays. Je vous donnerai juste
un de nos partenaires français avec lesquels nous coopérons depuis longtemps, depuis 25-30 ans maintenant, c'est l'INRIS. Et nous travaillons notamment sur la modélisation atmosphérique. Et il s'agit d'un partenaire très important, notamment sur les émissions, les technologies en matière de contrôle des émissions et de mitigation. Alors, un élément clé au cours des dernières années, avec fruit de notre coopération avec INRIS, nous avons pu avancer sur des éléments extrêmement importants en matière de gestion de la qualité de l'air. Avec INRIS et d'autres institutions, nous avons cherché à comprendre et quantifier la dispersion des polluants dans l'air dans le continent européen. Alors aujourd'hui, les responsables de santé s'intéressent de très près aux toutes petites particules, les particules extrêmement fines, et nous avons développé une méthodologie pour identifier les sources de ces particules très fines, inférieures à 0,5 ppm. Et nous avons donc des méthodologies qui nous permettent d'identifier dans la rue, par exemple, nous avons différents sites de contrôle, à peu près 2000 sites de contrôle dans l'Union européenne. Nous pouvons donc remonter en fait les sources de ces particules fines. Et scientifiquement, évidemment, c'est extrêmement compliqué à faire, comme vous pouvez l'imaginer. Des modèles différents existaient avec des limites. Pour la toute première fois, nous avons pu mettre en place une approche extrêmement locale, tout en ayant une idée de la dispersion à long terme. Et ce qui est assez surprenant dans les résultats, c'est que pour ces particules fines, inférieures à 0,5, contrairement à ce que l'on pensait, et bien évidemment on continue à affiner cela, mais si vous regardez les politiques aujourd'hui dans les pays membres, les différentes politiques partent du principe que ces particules fines sont des polluants locaux, polluent localement. Or, les résultats de notre étude avec INRIS montrent qu'il s'agit véritablement d'un problème à grande échelle. Nous avons des systèmes de contrôle qui permettent d'analyser de manière chimique, et on sait qu'entre 10 et 15% de ces particules fines viennent de sources locales de trafic, peut-être maximum un tiers. Donc un tiers viennent de l'intérieur de la ville, ces particules fines sont produites à l'intérieur de la ville, 2 tiers de l'extérieur. Alors en fonction de la taille du pays, la France est un gros pays, donc nous estimons qu'à peu près un tiers de l'ensemble de ces particules viennent de sources qui se trouvent à l'intérieur du pays, donc à l'extérieur de villes comme Paris par exemple, et un autre tiers vient de l'extérieur du pays. Donc c'est une contribution extérieure. Donc cette quantification est extrêmement importante puisqu'elle a des impacts politiques, évidemment, pour essayer de réduire l'exposition du public à ces particules fines. Cela montre que la gestion du trafic au niveau local, si vous prenez les zones à bas trafic, les efforts de trafic, de réduction de trafic, elles n'ont en fait qu'un impact extrêmement limité quant à l'exposition du public à ce type de particules. Il faut bien une approche d'envergure, une approche qui va au-delà des limites de la ville, au-delà des limites du pays et des frontières. Voilà, c'est une approche globale qu'il faut prendre. On voit que dans certaines zones, 50-60% des polluants viennent d'autres pays, tout simplement. Donc c'est un problème général. C'est, je pense, un élément tout à fait fondamental que nous avons trouvé grâce à notre outil de modélisation. Et ensuite, je pense que cela va avoir un impact sur les mesures de réponse, de réaction pour réduire ces polluants
polluants, la présence de ces polluants, et je pense que c'est également une nouvelle façon. Cela permet à la Commission européenne de travailler différemment quand elle s'en approche pour réduire l'exposition du public à ce type de polluants. Alors, deuxième élément, suite à l'étude avec INRIS, et là également c'est un élément important, nous avons pu voir que ces particules fines inférieures à 0,5 ppm sont causées par différents secteurs d'activité. Je pense que nous sommes tous conscients du fait que le trafic automobile a toujours été pointé du doigt, notamment par le grand public. Or, l'analyse et nos analyses chimiques montrent que les sources de trafic, notamment les moteurs diesel, contribuent à hauteur de 10, 20, peut-être 30% des concentrations. Dans la plupart des pays européens, dont la France, d'après nous, à peu près un tiers vient des foyers, et notamment des systèmes de chauffage au bois, et ensuite 30-40%, en fonction de là où vous êtes, viennent de particules inorganiques qui sont principalement en provenance de l'agriculture. Donc, c'est une structure multi-source. Lorsque l'on analyse l'air d'aujourd'hui, l'air que nous inhalons dans nos villes, les sources sont bien multiples, ce qui signifie que les défis le sont tout autant pour gérer ces polluants. D'un point de vue chimique, lorsque l'on effectue l'analyse chimique, aujourd'hui, on s'intéresse principalement au trafic de voitures. Or, lorsque 60 ou 80% vient d'ailleurs, visiblement, le problème ne peut pas être résolu. Dans certains pays, le chauffage au bois est extrêmement présent, le chauffage au charbon également dans certains pays, et puis le secteur agricole contribue également. Donc il faut travailler sur ces domaines tout autant que le reste. Voilà. Ce sont donc les éléments clés qui sont sortis de nos récentes études. Encore une fois, l'INRIS a activement participé. Sans eux, nous n'aurions jamais pu arriver à ces résultats. Nous avons travaillé également avec CITEPAR, pardonnez-moi, l'interprète n'est pas sûr de comprendre le nom de l'organisme. Ils nous fournissent des projections notamment françaises en matière énergétique, ce qui constitue un peu la base pour nos analyses futures, les travaux de demain de l'IASA. Cela permet également d'analyser les potentiels de réduction et CITEPAR travaille également avec un groupe d'experts à l'échelle européenne et cela permet d'effectuer une analyse systématique des technologies. Il s'agit en fait d'une interface de contact avec l'ensemble des industriels. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire en préambule. Alors, les aspects économiques, financiers, si j'ai bien compris, c'est un peu le sujet sur lequel vous travaillez en ce moment. Dans nos travaux IASA, nous travaillons, comme je vous le disais, plutôt à trouver des solutions rentables, à coût intéressant. Donc nous développons un portefeuille de solutions qui permettent d'atteindre des objectifs quantifiés en matière de qualité de l'air, par exemple. Donc ce sont des choses qui sont ensuite définies par les politiques au niveau européen. Donc, nos travaux portent principalement sur la quantification des coûts des mesures. Quels sont les coûts des mesures pour les différentes sources de contribution aux pollutions? Donc, il faut d'abord identifier l'ensemble de ces sources, bien entendu, le trafic automobile, le résidentiel, le secteur industriel, les différents sites de production, le secteur agricole que j'évoquais à l'instant. Donc,
lorsque ces sources sont identifiées, nous faisons un inventaire extrêmement détaillé de différentes mesures susceptibles de pouvoir réduire les émissions pour chacun de ces secteurs. Alors, lorsque nous avons ces mesures, on va pouvoir identifier et quantifier le coût de chacune des mesures. Pour ce faire, on fait la différence entre les investissements technologiques, puis ensuite les coûts d'exploitation. Parfois, il faut ajuster les coûts. Certains pays ont des besoins particuliers, certains pays ont des centrales électriques de très grosse taille, d'autres n'en ont pas, donc il faut des ajustements au niveau des pays. Mais pour l'ensemble des pays européens, l'ensemble des mesures, pour l'ensemble des secteurs, nous avons estimé le coût pour appliquer donc les mesures. En parallèle, nous estimons également ce que pourraient rapporter les mesures. Certaines des mesures ont d'ailleurs déjà été prises. Certaines des mesures sont obligatoires de par la législation de certains pays ou vont le devenir prochainement. Il y a d'autres mesures qui ne sont pas encore obligatoires mais qui vont le devenir. Donc nous travaillons sur ces mesures existantes déjà en place, les autres qui risquent d'être mises en place très prochainement. Là encore, on travaille sur les coûts, on fait des estimations des coûts et l'impact que pourraient avoir ces mesures sur la pollution, puis sur la santé, évidemment la santé publique. Alors, un élément important de cette analyse consiste à voir que si vous prenez une mesure, vous allez en fait avoir un impact sur différents polluants. Donc, nous ne précisons pas le coût par polluant, mais par exemple, un pot catalytique sur un véhicule coûte tant. Si on prend cette mesure, en même temps, vous allez réduire les émissions de NOx, vous allez réduire ou augmenter les émissions de CO2. Donc, on analyse de manière simultanée l'impact de chaque mesure à tous les niveaux. Et cela nous permet d'identifier quelles sont les retombées positives. Et souvent, il y a de nombreuses retombées positives, même pour une seule mesure. C'est ça qui est intéressant. Donc, ces informations de coût sont importantes, notamment le coût des futures mesures, les mesures qui restent à mettre en place. On essaye d'identifier les mesures, le coût des mesures, voir quelles sont les moins coûteuses et quelles sont celles qui sont susceptibles d'avoir l'impact le plus important sur la santé publique. Donc les résultats de nos analyses sont disponibles en fonction des pays. Pour chaque pays, nous avons un portefeuille, entre guillemets, de mesures actuelles, les mesures de demain. Donc, l'analyse est basée sur des objectifs environnementaux définis par les politiques. Donc, il y a des objectifs en matière de santé, par exemple. L'Union européenne a demandé à ce que l'impact sur la santé soit réduit de 50%. Il faut donc identifier quels acteurs doivent et peuvent contribuer, dans quel pays, et grâce à quelles mesures on peut arriver à réduire l'impact de 50% au meilleur coût. Ensuite, l'étape suivante pour EASA consiste à mesurer, à quantifier l'impact financier de cette diminution de 50% sur la santé. Pardonnez-moi, à EASA, nous ne le faisons pas. Nous pouvons quantifier les coûts. Nous pouvons établir le niveau d'investissement qui est requis pour arriver à
diminuer l'impact sur la santé de 50% par exemple. Et nous sommes en mesure de dire que ces coûts, que ces investissements ne constituent pas un coût social, ce sont des investissements, mais qui sont des investissements réels, qui sont des investissements directs, mais ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités pour d'autres secteurs industriels qui fabriquent les outils de contrôle, de diminution. Donc, on peut identifier avec précision quels sont au niveau financier les besoins. Par contre, les retombées économiques, les retombées financières, que ce soit santé, que ce soit au niveau environnemental, ça c'est un volet qui n'est pas géré par l'IASA, c'est quelque chose qui est géré par d'autres organismes. Nous travaillons vraiment sur un portefeuille, encore une fois, de mesures. Alors, pour l'analyse macroéconomique, nous travaillons avec le Centre européen de Séville sur un certain nombre de modèles pour analyser les impacts macroéconomiques. Pour cette analyse, il apparaît assez clairement que les investissements se montreraient à environ 2 milliards d'euros. Donc ça, ce sont les coûts de contrôle direct. Cela représente à peu près 1% de 1% du PIB. Donc c'est extrêmement bas, extrêmement bas. Et c'est ce qui permet d'entamer une réduction et notamment, on voit très clairement que secteurs industriels perdraient peut-être, mais d'autres gagneraient. Et l'impact dans l'ensemble sur la performance économique serait extrêmement réduit. Alors, autre élément, nous travaillons sur des modèles d'équilibre standard. Si on réduit l'impact sur la santé de 50%, on améliore la santé des citoyens européens, les gens vivent donc plus longtemps, on améliore la mortalité, mais également la morbidité, c'est-à-dire qu'il y aura forcément moins de maladies puisque moins d'exposition à un air moins pollué. Donc cela réduit moins de morbidité, donc moins d'absentéisme au travail et plus de productivité. Donc l'analyse véritablement explore ces différents éléments, l'impact sur le travail, une population en meilleure santé est une population qui travaille mieux, a priori, qui travaille plus. Donc là, ce sont des retombées économiques positives, une meilleure compétitivité. Encore une fois, l'impact économique, le coût économique est extrêmement peu important. Donc, le coût net ou les bénéfices nets sont clairement plus importants que les coûts. Donc, cette analyse n'est pas faite de manière routinière chez l'IASA. Encore une fois, nous travaillons plus sur les sites physiques et sur le coût des technologies de contrôle des émissions, mais nous travaillons également, comme je vous le disais, donc avec des organismes qui, eux, se spécialisent vraiment dans l'analyse du coût économique et financier. Donc, voilà. En synthèse, c'était donc une synthèse, pardonnez-moi, de nos travaux. Je vous invite maintenant à me poser vos questions. Merci beaucoup. Comme je n'avais pas utilisé le micro, je pense que le professeur Cabot n'avait pas entendu ma réponse à sa proposition liminaire qui consiste à vous dire que votre proposition de nous faire découvrir davantage, éventuellement au travers d'une rencontre, votre institut, et en tous les cas, au travers de la présentation que vous venez d'en faire, son intérêt, y compris peut-être d'une coopération et d'un retour de la France dans son giron,
Bien, nous regarderons, mais nous sommes bien évidemment intéressés à votre disposition. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Monsieur Hamman et Monsieur Cabat, merci pour votre disponibilité. Donc effectivement, il s'agit donc d'une commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Et compte tenu de votre exposé extrêmement précis, je me permettrai de vous poser deux questions complémentaires. Est-ce que vous rejoindriez la position de l'OCDE dans le fait qu'il faille éventuellement réduire la consommation de diesel et donc par le biais d'incitation par des mesures fiscales incitatives? C'est ma première question. Et quels est selon vous les freins à la lutte contre la pollution de l'air dans ce que vous avez pu observer? Alors, merci beaucoup pour vos questions. De manière générale, IASA n'émet pas de politique ou de recommandations particulières. Encore une fois, nous essayons de quantifier de manière objective et neutre les avantages, les inconvénients des différentes options politiques susceptibles d'exister. Donc, pas de recommandations. Nous essayons simplement de travailler sur la meilleure connaissance scientifique qui existe en essayant d'identifier encore une fois les avantages et les inconvénients. Alors, la proposition, la recommandation, pardonnez-moi, de l'OCDE que vous évoquiez à l'instant à propos des véhicules alternatifs aux moteurs diesel, plutôt que de développer des technologies toujours plus avancées pour réduire les émissions, c'est une option qui n'a pas reçu toute l'attention, je pense, qu'elle mérite au sein de l'Union européenne. Nous pensons que les véhicules diesel continueront à contribuer de manière importante à l'émission de particules fines et donc à l'exposition de la population européenne à ces particules fines dans l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'émission des NOx. Et malgré des exigences plus contraignantes, plus strictes, avec des normes récentes, 5-6 normes assez strictes, concrètement, sur le terrain, ça ne paye pas, ça ne fonctionne pas. Les réductions ne sont pas là. Alors, on pourrait dire, très bien, il faut continuer, il faut affiner encore les technologies pour réduire encore plus les émissions de ces particules fines. Et des mesures peuvent être prises visant à substituer les moteurs diesel par des moteurs essence, par exemple. Je sais qu'en Suisse, les taxes sur le diesel sont les mêmes que sur l'essence, à peu près 6%. Donc, le choix n'est pas le même. Si le niveau de taxation est identique, forcément, la question ne se pose pas. Et en Suisse, je crois que seulement 6% de la population roule avec un moteur diesel. Alors, ceci étant dit, je crois qu'il faut se souvenir de ce que je disais tout à l'heure. Le trafic routier ne contribue qu'à hauteur de 15-20%. C'est important. Et il ne faut donc pas oublier les 80%, les autres 80%. Le chauffage au bois, c'est le chauffage résidentiel, et les émissions, notamment d'ammoniac, issues de l'agriculture.
Voilà, donc il faut d'autres options. Alors, l'autre question, et là, à l'autre question, je répondrai de manière plus personnelle et pas forcément très scientifique. D'après les données scientifiques, les solutions technologiques existent. Elles sont là. Il y a des normes aujourd'hui, des recommandations, notamment de l'OMS en matière de réduction d'impact sur la santé. Nos analyses montrent que les technologies existent aujourd'hui pour atteindre les objectifs fixés notamment par l'OMS. Alors, en pratique, les mesures ne sont pas toujours adoptées, ne sont pas toujours mises en œuvre. Il y a toujours une résistance, que ce soit au niveau des populations, que ce soit au niveau des politiques. Je pense que, effectivement, les mesures ont toujours un coût. La distribution des coûts est importante, il faut qu'elle soit uniforme. Le problème, c'est que certains secteurs finissent par payer plus que d'autres secteurs économiques. Évidemment, ceux à qui l'on va demander de payer plus vont forcément exprimer leur désaccord plus que les autres. C'est un fait. On les entend plus. Les secteurs économiques auxquels on demande de faire de plus gros efforts ont tendance à véritablement partager leurs désaccords, même s'ils comprennent que les avantages et les bénéfices sont là. Donc voilà ce que je peux vous dire. Depuis 25-30 ans, il y a eu de nouvelles politiques, beaucoup de nouvelles politiques, de nouvelles normes, avec toujours une résistance au niveau des industriels, notamment, auxquels on demande de contribuer fortement. Alors aujourd'hui, une partie importante de la pollution a pour source le chauffage résidentiel et l'agriculture. Ce sont des secteurs qui, historiquement, contribuaient moins. Leur contribution a augmenté. De gros efforts ont été faits au niveau industriel, de gros efforts ont été faits au niveau automobile. Reste donc le secteur résidentiel, le chauffage et l'agriculture qui constituent une véritable problématique aujourd'hui, notamment au niveau économique. Je crois qu'il y a un véritable sens à travailler avec ces secteurs. Il faut regarder les coûts supplémentaires que cela implique, évidemment. Et il est clair que ce sont les secteurs qui ont contribué moins jusque-là qui devront contribuer plus demain. Encore, il faut regarder l'ensemble des coûts. Mais je crois que de manière générale, in fine, tout secteur confondu, pardonnez-moi, il y aura tout de même un équilibre au niveau des coûts. Ce à quoi je rajouterais, dit M. Cabot, que l'une des barrières, un des obstacles, c'est aussi la communication. C'est la façon que nous avons de communiquer à propos de la pollution de l'air. La pollution de l'air aujourd'hui est considérée comme étant un problème de nature environnementale, c'est-à-dire un coût. N'oublions pas qu'investir dans des mesures de contrôle de qualité de l'air a également des retombées positives pour tous les secteurs. Tous les secteurs. Je crois que M. Hamann l'a très clairement montré. Des avantages, des bénéfices existent, pas seulement pour la santé, mais à tous les niveaux.
il y a des avantages bien plus importants. Je pense notamment au réchauffement, au problème climatique. Nous travaillons à IASA sur ce sujet également. Nous sommes convaincus que nous pouvons également contribuer en réduisant les polluants au changement climatique. Et aujourd'hui, de nombreux gouvernements ont du mal à faire le lien entre ces différents éléments. Et c'est ce qui rend le débat à propos de la pollution de l'air complexe, mais aussi très intéressant. Si vous sortez le sujet du silo environnemental et que vous l'appliquez à l'ensemble de la société, je crois que tout à coup, on voit les choses de manière beaucoup plus positive. Il y a possibilité de les voir de manière beaucoup plus positive. Merci. À ce propos, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour illustrer justement l'approche positive et un ou deux exemples de solutions que vous avez pu observer? Yeah, and there are a number of clear examples, and the one is. Alors, je peux vous citer plusieurs exemples. I think we are talking, if I understand the question correctly, we are talking at benefits at different levels. On parle bien de bénéfices, de retombées positives à différents niveaux. Il y a donc évidemment les retombées positives pour la santé. La Commission européenne a fait un certain nombre de propositions avec une amélioration de l'espérance de vie en réduisant les nombres de morts prématurées, etc. Donc là, ce sont des données assez précises, assez factuelles. Ensuite, on peut parler de valeur monétaire de cela, de l'impact sur la santé, même si c'est un sujet qui peut être un peu controversé, parce qu'on associe une valeur monétaire à la vie. Les gens ne sont pas forcément d'accord, mais effectivement, on peut arriver à des chiffres très importants, bénéfices monétaires, qui sont souvent 30-40 fois supérieurs au coût des mesures. Alors maintenant, les avantages économiques directs, je l'évoquais tout à l'heure, la productivité, donc dans le secteur du travail. Moins de corrosion également sur les bâtiments existants. Là encore, il y a des avantages tout à fait concrets. Et encore une fois, un coût amoindri de santé. Donc, des études par d'autres collègues depuis des années montrent que les retombées sont extrêmement claires et que les bénéfices économiques sont très clairs. La productivité dans le travail véritablement compense l'ensemble des coûts. Alors ensuite, il y a les considérations macroéconomiques. Les coûts des mesures dans un contexte social ne sont plus des coûts, ne doivent pas être considérés en tant que tels. Une entreprise achète des outils de contrôle de la pollution à une autre entreprise, donc à ce titre contribue à faire fonctionner l'économie. C'est un cercle économique qui fonctionne. Un cycle économique qui fonctionne. Donc, à moins d'envoyer l'argent en Arabie Saoudite pour acheter plus de pétrole, a priori, voilà, les ressources restent dans le pays et contribuent, si on investit localement dans des technologies, à faire fonctionner l'économie. Et puis, il y a les co-bénéfices, les co-avantages. Les politiques de dépollution de l'air permettraient de rendre moins coûteuses d'autres politiques. À IASA, nous travaillons par exemple sur l'interconnexion entre les coûts de contrôle des émissions et les politiques sur le climat.
Clairement, si vous réduisez la consommation en énergie fossile, on réduit les gaz à effet de serre. Du coup, vous n'avez plus besoin de mettre en place autant de mesures. Si vous avez moins de sites de production électrique, par exemple de centrales électriques charbon, eh bien, vous n'avez plus à mettre en place les mesures. Il en va de même pour beaucoup d'autres mesures. Donc les économies qui peuvent être effectuées grâce à la baisse des coûts pour la pollution de l'air peuvent représenter jusqu'à 30-35% des coûts dépensés pour le réchauffement de la planète. Donc tout est lié finalement. Tout est lié. Et on a tendance à ne pas voir ces liens. On a tendance à avoir une vision trop disciplinaire, mais tout est lié. Et lorsqu'il y a un impact positif d'un côté, on le retrouve souvent ailleurs également. Alors, c'était l'été dernier, nous avons travaillé avec le Parlement européen sur l'impact de l'accord récent sur le climat de l'Union européenne. Vous savez peut-être que la proposition en matière de climat a été acceptée après la proposition sur la qualité de l'air, qui ne prenait pas en compte les exigences plus sévères de l'Union européenne. Et donc, les considérations économiques, les retombées économiques et atteindre les objectifs en matière de qualité de l'air pourrait être, le coût pourrait être inférieur de 5 milliards dans le contexte, d'après les chiffres les plus récents. Donc 5 milliards, c'est un chiffre important, assez différent des chiffres que nous avions jusqu'à là. Donc encore une fois, tout cela pour vous dire que des connexions, je dirais même des interconnexions très fortes existent entre la pollution de l'air, les efforts faits en matière de dépollution de l'air et les problèmes de climat. Il y a un autre domaine dans lequel nous travaillons. Les politiques en matière de climat ont des objectifs généralement à long terme, notamment le réchauffement. Donc on travaille sur des degrés. La plupart des polluants de l'air ont un impact sur le climat, mais pas à long terme. Ces particules n'ont une espérance de vie que de quelques jours, très souvent. Donc l'impact est important sur l'impact, mais il ne s'agit pas d'un impact à très long terme comme le CO2. Donc il convient d'identifier des mesures qui pourraient augmenter les bénéfices ou l'impact sur le climat, par exemple la réduction du réchauffement, et au niveau mondial, avec des mesures extrêmement spécifiques, des mesures qui n'ont pas véritablement été prises en considération jusque-là. Le carbone noir, le méthane, par exemple, ce sont des sujets qui n'ont pas véritablement été analysés. Si des mesures étaient prises dans ces domaines-là, l'augmentation de la température pourrait, pour les 30-40 années qui viennent, pourrait être réduite d'un demi-degré. Alors, ce n'est pas un impact énorme, et certainement pas un impact à l'horizon 2100, mais avant. Avec donc la possibilité de réduire la vitesse à laquelle fondent les glaciers au pôle, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle des co-bénéfices. Pardon. Oui, il me reste quelques minutes. Je passe la parole à Charles Revet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, 3 courtes questions. Vous avez indiqué tout à l'heure que le diesel pouvait participer à hauteur de 10, 20, voire 30%
au rejet de particules fines et notamment à la pollution de l'air, est-ce au même niveau que les autres carburants, l'essence par exemple, le gaz ou autre? Et je pense aussi, puisque par exemple au Brésil, une partie de la flotte fonctionne à l'alcool pur, est-ce que c'est le même type de rejet ou y a-t-il une différence? Ma deuxième question, qu'est-ce qui expliquerait que l'agriculture polluerait plus aujourd'hui qu'hier? Parce que sans doute y a-t-il une concentration des élevages et donc des unités beaucoup plus importantes, mais le nombre de têtes de bétail n'a pas forcément augmenté beaucoup, mais surtout, par exemple pour la production laitière, la production a été multipliée par 2, voire par 3 par tête de bétail, et les rejets ne sont pas forcément multipliés à hauteur, me semble-t-il. Et la troisième question, c'est le type de production en agriculture peut-il participer à améliorer la qualité de l'air? Je pense par exemple aux légumineuses qui finalement absorbent du CO2 de l'air pour le transformer en azote qui est recyclé dans le sol. Donc est-ce que des orientations nouvelles en matière de production agricole qui seraient favorisées pourraient participer à la dépollution de l'air? Right. Yes, about the question of diesel. Alors, en ce qui concerne les moteurs diesel, vous parliez de moteurs essence au Brésil ou LPG? Je crois qu'il faut bien identifier le polluant dont on parle. Là en l'occurrence, il s'agit d'un cocktail. Le diesel est véritablement la source principale d'oxyde de nitrogène. L'essence, les émissions de moteurs à essence ont vraiment diminué grâce aux pots catalytiques. Mais le diesel constitue aujourd'hui une des sources restantes importantes. Alors je ne peux pas vous donner de réponse ferme en ce qui concerne les véhicules au Brésil. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Je pourrais demander à mes collègues, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le Brésil. Alors, la deuxième question, je crois, est très importante à propos du secteur agricole. Et vous avez raison que la structure de la production agricole a beaucoup évolué, et c'est le cas dans de nombreux pays européens. Je crois que on peut dire quasiment dans tous les pays. Dans certains pays, les Pays-Bas, la France, il y a eu une forte concentration avec des exploitations de taille beaucoup plus importante. Dans d'autres pays membres, les pays membres plus récents, il y a des fermes de taille moins importante, même si une concentration, il y a une tendance vers des plus grosses exploitations. Alors, je dirais deux choses. Avec de plus grosses exploitations, je pense on se retrouve avec des exploitations qui sont plus efficaces, mais avec une production plus intensive. Donc, vous évoquiez le bétail. Une vache aux Pays-Bas produit 4 fois plus de lait qu'en Croatie, par exemple. Et cela a un impact très important en matière d'émissions d'ammoniac et d'autres substances. Les vaches néerlandaises ont la réputation. Alors, l'aspect à un niveau plus stratégique, peut-être, ce processus qui fait que de plus en plus les fermes sont industrialisées, de grosse taille. Je crois qu'il y a peut-être aussi un potentiel plus important de contrôler leurs émissions. On peut appliquer à ces grandes exploitations des techniques. Par exemple, l'épandage, les méthodes d'épandage. Des méthodes peuvent être mises en place à des coûts relativement peu importants pour des grosses exploitations agricoles pour arriver à des pratiques qui soient acceptables. C'est plus difficile lorsque vous avez de toutes petites fermes, mais en nombre très important,
avec quelques têtes de bétail seulement. C'est plus compliqué. Donc, ce processus de concentration augmenter peut-être un peu les choses, même si l'augmentation nette est peu importante, mais l'aspect important, c'est que ce processus de concentration ouvre de nouvelles portes, notamment en matière de contrôle et de mise en œuvre d'efforts de contrôle. Au niveau européen, il n'existe pas de mesures pour les fermes avec moins de 50 ou 100 têtes de bétail. Lorsqu'on analyse les propositions actuelles, elles portent sur les exploitations plus importantes, je crois 300 ou plus de 500 têtes. Mais là, encore une fois, pour ces exploitations, je crois qu'il y a une opportunité pour une véritable réduction des émissions en ammoniac, et c'est un aspect extrêmement important. Je l'évoquais tout à l'heure. Ce sont des émissions qu'il faut réduire. On parle d'ammoniac, on parle d'azote. Si l'azote est utilisé correctement, notamment par méthode d'injection, on peut réduire de manière substantielle les émissions et avec l'injection plutôt que l'épandage, on peut par exemple réduire ou éviter d'avoir à acheter des engrais qui sont extrêmement chers. C'est à quoi j'ajouterais également, dit M. Kabat, des études récentes de IASA montrent que la question de l'ammoniac fait partie de la solution, notamment en matière d'investissement dans les autres mesures pour réduire la pollution dans les villes. Nous avons récemment travaillé en Chine et parfois on se rend compte que les investissements sont très mal faits. On demande parfois aux industriels uniquement de réduire leurs émissions en zone urbaine. Or, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas réduire la pollution en investissement que dans les zones urbaines. Il faut investir en même temps en zone rurale pour réduire les émissions d'ammoniac, encore une fois. Yeah, I can say a few words about this, but I don't know about the time. Effectivement, je pourrais en parler longuement. Je ne sais pas si nous avons le temps. Simplement pour rebondir sur ce que disait mon directeur, je crois que pour la France en particulier, avec les épisodes de pollution que vous avez connus cette année et l'année dernière, et lorsque l'on regarde la composition chimique, on est sur des particules fines. Ces particules fines viennent notamment d'émissions d'ammoniac. Il en va de même pour la Chine. Ces particules secondaires, les SOx et les NOx que l'on retrouve dans l'atmosphère viennent de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammoniac. Donc, en Chine, ces émissions sont extrêmement élevées en ce moment et les politiques ne cherchent qu'à réduire les émissions en zone urbaine. Absolument rien n'est fait pour réduire les émissions en provenance de l'ammoniac. Donc, je crois que rien ne s'améliorera. On ne verra aucune amélioration. On ne verra aucune amélioration substantielle en Chine tant que la politique ne se fera pas
autant à l'extérieur des villes que dans les villes. Donc, nos études avec INRIS montrent que la situation est assez similaire en Europe. On parle beaucoup de particules secondaires, que ce soit en France, en région parisienne par exemple, ou ailleurs. Donc, lorsque l'on analyse les coûts, lorsque l'on regarde les modèles, véritablement, il faut revoir les choses. Je crois qu'encore une fois, les plus récentes connaissances montrent que des opportunités existent. Et économiquement, ce sont des options qui sont tout à fait réalistes, faisables. Merci beaucoup, messieurs, de votre disponibilité. Nous aurions souhaité pouvoir vous écouter et en tous les cas échanger encore davantage. Vous avez vu, je n'ai pas utilisé du tout mon temps de parole, mais à la fois par votre exposé qui nous donne, me semble-t-il, en tous les cas au moins, je dirais, un aspect important, c'est la nécessité d'être à grande échelle et non pas de se concentrer, y compris par les caméras, sur le lieu où les pollutions semblent les plus importantes, c'est-à-dire les villes. Alors c'est vrai que ça facilite le taux d'écoute et que quelque part ça agit un peu comme un abcès sur la peau, mais je pense que nous avons bien entendu collectivement l'intérêt d'avoir une vision beaucoup plus panoramique et beaucoup plus large pour associer, en les confrontant mais en les rassemblant dans les points de vue et dans les solutions à aborder, en tous les cas à imaginer demain, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient des habitants pour le secteur résidentiel, l'agriculture pour son organisation, ses modes de production, et puis évidemment quand même la circulation, je dirais, automobile et des véhicules, y compris des poids lourds. En tous les cas, merci beaucoup, très bonne journée, et nous l'espérons en tous les cas avoir l'occasion peut-être dès cette année de vous rencontrer, pourquoi pas d'ailleurs à Paris et y compris au Sénat, où vous seriez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup. Thank you very much for your interest, and we certainly will be pleased to come. Merci beaucoup. Nous serions ravis effectivement de venir. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une excellente journée. À bientôt. Au revoir.